Depuis le mois de novembre 2022, tout le monde parle énormément de ChatGPT, de BAT, de tous ces outils d'IA génératifs qui ont complètement changé notre quotidien. Et justement parce qu'ils nous permettent de créer la documentation, de faire du texte, de rédiger des livres, de préparer des posts LinkedIn, YouTube, Twitter, ça permet de rédiger des exposés, bref, c'est complètement des outils qui nous permettent d'être plus efficaces au quotidien. Certaines personnes ont peur, d'autres comme moi pensent que ça nous permet d'être plus productifs à condition de bien s'en servir et de comprendre exactement comment ça marche. Et justement, dans cette vidéo, on verra ensemble concrètement qu'est-ce que l'IA générative, qu'est-ce qui se cache derrière les modèles de ChatGPT, comment ça marche, de quoi a-t-on besoin, quels sont les différents types de modèles d'IA générative qui existent. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Aujourd'hui, c'est le jour 1 de notre challenge 30 Days of Generative AI où on va faire le tour du monde de l'IA générative en 30 jours. Le challenge vous intéresse? Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et surtout, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir au quotidien les exercices pour vous aider à progresser dans ce challenge. Vous avez réalisé les actions? Dites-le moi en commentaire et on peut commencer. Comme je le disais en introduction, nous allons voir dans cette vidéo concrètement ce qu'est réellement l'IA générative. À l'issue de cette présentation, vous allez comprendre la différence entre les modèles génératifs et les modèles discriminatifs. On va explorer les familles de modèles génératifs et enfin comprendre l'enjeu et l'importance de l'IA générative dans la vraie vie. Sans plus tarder, on va commencer. Qu'est-ce que l'IA générative concrètement? En fait, l'IA générative, c'est la branche du machine learning qui va consister à créer de nouvelles données. Donc, lorsqu'on parle d'IA générative, on fait référence à cette branche du machine learning qui consiste à générer de nouvelles données. Et lorsqu'on parle de données, il s'agit de texte, d'images, l'audio, le son, la vidéo, des animations, bref. Lorsqu'on parle d'IA générative, pensez à un système qui permet de créer de nouvelles données. Il y a ce graphique qui montre justement la différence entre toutes les familles de machine learning. On a d'abord l'intelligence artificielle qui est la grande famille qui comporte l'ensemble des procédures qui visent à imiter au maximum le comportement humain. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, pensez bien à des règles simples comme if-else. Je peux créer en fait un système qui permet d'élever un nombre au carré. Je mets if qui permet de déterminer si le nombre est pair ou pas. Si c'est un multiple de 2, alors c'est pair, sinon c'est impair. Ça, c'est de l'intelligence artificielle parce que j'aurais codé une règle bien précise qui permet de réaliser cette tâche automatiquement. Dans l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes plus poussés qu'on appelle le machine learning qui, eux, vont donner la capacité à l'ordinateur d'apprendre par lui-même à partir des exemples, à partir des données. Donc, lorsqu'on parle de machine learning, ici, on fait référence à tout système qui donne à l'ordinateur la capacité d'apprendre par lui-même à partir des exemples. Un exemple de machine learning, je peux créer un système qui permet de prédire le prix des biens immobiliers. Pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de caractéristiques de la maison, je veux savoir le nombre de pièces, la taille, j'ai besoin de savoir la localisation, j'ai besoin de savoir la consommation en énergie. Toutes ces caractéristiques-là, je crée une règle de décision, je lui donne à ma machine et lorsqu'il aura de nouvelles données, il sera capable de prédire le prix des biens immobiliers. C'est ça le machine learning, tout système qui permet à l'ordinateur d'apprendre par lui-même à partir des exemples. Dans le machine learning, il y a une sous-catégorie qu'on appelle le deep learning. Donc, le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning qui se base essentiellement sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Ça, on verra ça dans la vidéo du jour 3. Donc, deep learning, ensemble des modèles de machine learning qui se basent essentiellement sur des réseaux de neurones. Et dans la famille de deep learning, comme vous le voyez là, on a ce qu'on appelle l'IA générative. Parce qu'il y a deux frameworks en fait. Il y a deux approches. Il y a les modèles discriminatifs et les modèles génératifs. Donc, dans les modèles de deep learning, on a justement ces modèles génératifs qui permettent de créer de nouvelles données. Et parmi ces modèles génératifs, vous avez ce qu'on appelle les transformers. Et dans les transformers, on a ce qu'on appelle les LLMs, Large Language Model. Et justement, les LLMs, ce sont les modèles derrière ChatGPT ou encore Google Bard. Dans ChatGPT, vous avez le modèle GPT, GPT-3, 3.5, 4 et autres. Et dans Google Bard, vous avez le modèle L lambda, tout simplement. Donc voilà l'ensemble, la différence entre les éléments. Bien sûr, il y a le big data, il y a la data science et les diffusion models. On en reparlera plus tard. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre les modèles génératifs et les modèles discriminatifs? Regardez cette image en fait.
Sur cette image, on a un algorithme, c'est l'apprentissage, c'est le modèle discriminatif. Lui, son rôle, à partir des données d'apprentissage, on va lui donner énormément de données de chat, énormément d'images plutôt. Il va essayer de détecter comment à partir de ces images, il va différencier les images de chat des autres images. Et lorsque je vais lui donner une nouvelle image à cet algorithme, il sera capable de me dire, écoute, cette image, c'est l'image d'un chat. Cette image, ce n'est pas l'image d'un chat, parce qu'il doit extraire les pixels de cette image en fonction de ce qu'il aura appris. Il sera capable de prédire si l'image, c'est l'image d'un chat ou pas. On peut faire la même chose avec les œuvres d'art. Si on a une nouvelle œuvre d'art, on veut savoir si c'est l'œuvre d'un auteur populaire. On peut mettre en place un modèle de machine learning qui va apprendre des caractéristiques des tableaux de cet auteur. Et lorsqu'on présente un nouveau tableau, avec les pixels qui seront extraits du tableau, on sera capable de prédire si le tableau est le tableau original ou pas. C'est ça, les modèles discriminatifs. L'objectif, c'est de prédire une classe, prédire un nombre, prédire une probabilité. Par contre, si on va dans le monde génératif, on va prendre ici le cas des textes des LLM. La problématique est différente. Là, on va dire à l'algorithme, on va lui donner beaucoup de données. Ce sera des tweets, ce sera des publications Facebook, ce sera des posts sur Reddit ou encore Stack Overflow. On va donner énormément de textes et parmi les textes, on aura des textes qui vont parler de chat. Et moi, lorsque je vais récupérer cet algorithme, je vais dire qu'est-ce qu'un chat? Et à partir de ce qu'il aura appris dans tous les livres qu'il aura lus, dans tous les textes qu'il aura lus, il est capable de me faire une synthèse et me dire tout ce qu'il a appris du mot chat. De la même manière, je peux également lui dire, voilà les images, apprends un peu les caractéristiques des images de chat et génère-moi de nouvelles images de chat. C'est ça l'approche générative. Et il y a un tableau que j'ai mis ici pour synthétiser. Dans le monde discriminatif, on pourrait dire un nombre, une classe discrète ou encore des probabilités. Et dans le monde génératif, on essaie de prédire le langage naturel, de l'image ou encore l'audio. Le tableau comparatif ici vous montre la différence entre les deux mondes. Et ce qui est super important à retenir ici, c'est celui-ci. Les modèles discriminatifs, on modélise la probabilité de Y sachant X. Y en général en machine learning, c'est la variable à prédire. Par exemple, Y prend 0 si l'animal c'est l'image d'un chat, pardon, n'est pas un chat, et 1 si c'est l'image de chat. X, c'est l'ensemble des pixels qu'on a trouvé sur l'image du chat. C'est ça, en fait, le modèle discriminatif. On modélise mathématiquement la probabilité de Y sachant X. Tandis que dans les modèles génératifs, on cherche à modéliser la probabilité de X. En gros, comme on veut générer de nouvelles images, on cherche à générer de nouveaux X qui auront les mêmes caractéristiques que les X qui ont été appris sur la base d'apprentissage. Donc, l'objectif des modèles génératifs, c'est de modéliser la probabilité de X. Et lorsqu'on modélise cette probabilité de X, il faut que la nouvelle probabilité soit la plus proche possible de la probabilité qui a été observée. En gros, la distribution de probabilité des données qui ont été observées sur la base d'apprentissage doit être la même, ou bien presque la même, bien sûr, statistiquement, que celle qui est observée sur la base de tests. On peut aussi modéliser la probabilité de X sachant Y dans l'apprentissage, dans les modèles génératifs, parce que si par exemple j'ai ma base de données, j'ai des fruits et j'ai des types de fruits. Je peux dire à mon algorithme, génère-moi une nouvelle image de pomme. Je vais lui donner des pommes, prédis-moi une nouvelle image de pomme. Donc voilà à peu près la différence entre les deux mondes. Le monde discriminatif, on modélise probabilité de Y sachant X. Modèle génératif, on modélise probabilité de X sachant Y. Maintenant, quels sont les différents types de modèles génératifs qui existent? Il existe 6 principales catégories résumées dans ce tableau. On regarde dessus dans le challenge. On a Variational Auto-Encoder, VAO. On a les modèles GAN qui sont très utilisés justement pour générer des images réalistes. On a les modèles autorégressifs notamment qui sont, par un exemple, sont les transformers ou encore les modèles LLM qui permettent de générer du texte, générer de la musique, générer des images pixel par pixel. On a les Normalizing Flow Models qui permettent en fait de modéliser les distributions de probabilités complexes et générer des données synthétiques. On a Energy Based Models, EBM, et enfin on a les Diffusion Models qui permettent de générer des images artistiques, de générer des vidéos. Donc voilà les 6 principales familles de modèles d'IA génératifs qui existent, VAE, les modèles GAN, les modèles autorégressifs, Normalizing Flow, Energy-Based Model, Diffusion Models. Là, j'ai mis les 3 principales, les plus utilisées, entre guillemets, les plus populaires. Les modèles GAN, justement pour la production d'images réalistes. Modèle autorégressif, derrière, vous avez ChatGPT et les modèles de diffusion.
Parmi ces modèles, dans les modèles autorégressifs, vous avez ce qu'on appelle les modèles LLM, Large Language Model, le modèle justement derrière ChatGPT ou encore Google Bard. C'est quoi les modèles LLM? Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que les modèles LLM sont des modèles qui vous permettent de générer les textes le plus probables. En fait, son principe est simple. Il a pour principe de prédire le mot suivant. Lorsque je lui donne une phrase, l'objectif du LLM, c'est de prédire le mot suivant en se basant bien évidemment sur le contexte. C'est ça la différence, c'est ça qui fait sa puissance parce qu'il se base sur le contexte. Mais sinon, sur le plan mathématique, les modèles LLM ont pour objectif de prédire les mots suivants. Donc, lorsque je vais poser une question, il va calculer la probabilité avec toutes les réponses et me fournir la réponse la plus probable. C'est la raison pour laquelle sur Google Bard, vous allez voir plusieurs réponses. ChatGPT ne le fait pas encore, mais globalement, ces algorithmes fournissent essentiellement les réponses les plus probables. Et en général, d'un utilisateur à un autre, la réponse n'est pas du tout la même. Quelques applications, voici les modèles les plus populaires. GPT-3 qui est dans ChatGPT, vous avez Lambda qui est dans Google Bard, vous avez également Palm qui est très connu, il y a également LLaMA, le modèle de Meta qui est accessible open source. Et quelques applications dans la vie de tous les jours, ces modèles sont utilisés notamment générer de nouvelles images. Imaginez, vous avez une campagne marketing et vous souhaitez avoir des images de vos produits. Vous pouvez utiliser les intelligences artificielles pour pouvoir générer des images de ce produit-là. Par exemple, moi, je suis créatrice de contenu sur YouTube et en général, on a besoin des images illustratives. Et il y a des services payants qui le font. Mais maintenant, on peut utiliser l'IA générative pour générer nous-mêmes nos images et illustrer notre contenu. Au niveau de l'audio, c'est une filière qui est vraiment encore en chantier, on va dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Autant le texte, il y a énormément de données. Vous avez vu, ChatGPT, autant l'audio, il y a encore beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Mais on peut générer de la musique avec des IA. Sur le plan textuel, on peut créer du contenu, que ce soit les posts LinkedIn, les posts sur Instagram. Mais attention, j'attire votre attention sur le fait que ces outils, ce ne sont que des outils. Donc, la réponse qu'ils vous donnent en général, il faut vraiment la perfectionner. C'est de qualité moyenne, je trouve. Ça permet d'aller vite, mais ce n'est pas encore capable de produire des textes de qualité. Il faut toujours fine-tuner pour avoir de meilleurs résultats. Vous pouvez faire de la traduction avec ces documents. Vous pouvez corriger les fautes. Et une autre utilisation pour nous, data scientists, génération de code, débugger. Parfois, vous avez des virgules qui manquent dans les codes. Avec ces outils, vous pouvez débugger plus facilement. Et ce qui est aussi intéressant avec ces outils, c'est que vous pouvez faire la traduction. Vous étiez avant sous Python, vous voulez passer sous R. Grâce à ces outils, vous pouvez traduire rapidement vos codes. Donc voilà quelques applications de cela dans la vraie vie. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour développer les modèles d'IA génératifs? En fait, c'est exactement la même chose que les modèles de machine learning classiques. Les étapes sont les mêmes, ça ne change pas. La seule différence, c'est qu'ici, on a besoin de beaucoup plus d'espace mémoire. Donc, rassurez-vous que vous avez des très bons GPU. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est plus les grandes entreprises qui développent les modèles d'IA génératifs parce qu'ils ont énormément d'espace. Il faut énormément de données. Ce sont les milliards de données qu'on utilise pour pouvoir générer ce type de modèle. Donc, première étape, on définit l'objectif. Pourquoi est-ce que je développe le modèle? On collecte les données. Si ce sont des images, il faut énormément d'images. Si ce sont du texte, il faut du texte, des audios, des vidéos. On précrète des données. Toujours, on ne va jamais faire un modèle sans précréter les données. Garbage in, garbage out. On peut faire de la normalisation, tokenisation, lemmatisation, égalisation, bref, tous les traitements qu'on fait sur le texte ou encore sur des images. Ensuite, on choisit l'architecture du modèle qu'on va mettre en place. Ça peut être des modèles GAN, ça peut être des transformers. Puis, on va construire le modèle avec des frameworks comme TensorFlow, PyTorch ou encore Keras. Demain, durant le WAS 14, on va voir ensemble ces trois frameworks. Et après, on va évaluer les performances. Comme mesure d'évaluation des performances des modèles génératifs, comme je vous le disais, ici, on modélise, on essaie de prédire la réponse la plus probable. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que la distribution de probabilité qu'on obtient sur la base de tests doit être la même que celle qu'on obtient sur la base d'apprentissage. Donc, les indices d'évaluation ici seront plus en termes de vraisemblance. Donc, on doit analyser la vraisemblance des résultats qui ont été fournis. On doit calculer par exemple l'indice de Structural Similarity Index. Donc, on va déterminer des indices de similarité pour pouvoir évaluer ce type de modèle. Une fois qu'on aura évalué la qualité, on déploie le modèle. Donc, voilà les différentes étapes qu'on peut mettre en place pour développer des modèles génératifs.
Maintenant, pourquoi est-ce que les modèles discriminatifs étaient toujours les plus utilisés jusqu'ici? Pourquoi est-ce que c'est seulement en novembre que tout le monde parle de ChatGPT? En fait, pour moi, la réponse, elle est simple. C'est parce que dans la vie de tous les jours, on voit rapidement l'impact des modèles discriminatifs. Je vais prendre l'exemple de la santé. Un médecin, il voit rapidement pourquoi est-ce qu'il a intérêt à développer un modèle mathématique qui permet de prédire si un patient a un cancer ou pas. Parce qu'en fonction de ça, il pourra donner le traitement. Donc, l'impact, il est réel, il est rapide en termes de discrimination. Pareil en banque. Lorsqu'on veut développer un modèle qui permet de prédire la probabilité de défaut, c'est de la discrimination. Donc, on voit l'impact de ce modèle. Générer du texte, c'est seulement récemment qu'on a commencé à comprendre l'intérêt parce que ça permettait d'aller vite. Mais les modèles discriminatifs sont les modèles les plus populaires parce que dans la vraie vie, c'est l'impact qu'on voit directement au quotidien en entreprise, que ce soit pour prédire le churn, que pour pouvoir prédire les scores d'appétence et autres. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous dans cette vidéo. On va maintenant répondre au quiz du jour 0. Il y avait 2 questions. La première question, c'était quelles sont les 2 principales approches en deep learning pour la modélisation de données? Et la deuxième question, c'était qu'est-ce que l'IA générative? Les bonnes réponses étaient les B et la A. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse. B, les 2 approches, discriminative, générative. Discriminative, on prédit des classes, on prédit des nombres, on produit des probabilités. Génératif, on génère de nouvelles données. Qu'est-ce que l'IA générative? J'ai répondu, c'était la réponse A. Un type d'IA qui crée des données nouvelles et originales à partir d'un ensemble d'apprentissage. Donc voilà. Maintenant, pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici, il y a un quiz. J'ai 2 questions pour vous. Mettez vos réponses en commentaire. Ça a un impact significatif sur l'algorithme de YouTube pour la chaîne et ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à répondre. Quelle est la principale différence entre les modèles génératifs et les modèles discriminatifs en intelligence artificielle? Réponse A. Les modèles génératifs créent de nouvelles données, tandis que les modèles discriminatifs classent des données existantes. Réponse B. Les modèles génératifs classent les données existantes, tandis que les modèles discriminatifs créent de nouvelles données. Réponse C. Les modèles génératifs et discriminatifs sont identiques. Vos réponses en commentaire. Deuxième question. Pouvez-vous nommer 3 familles de modèles génératifs qui ont été explorés dans cette présentation sur l'IA générative? Petit A. Boosting, bagging et régression logistique. Petit B. Random forest, réseau de neurones, convolutifs et CAH. Petit C, Generative Adversarial Networks, Diffusion Models ou encore Autoregressive Models. Vos réponses en commentaire, likez, commentez, partagez. Faites tout ce que vous voulez et nous, on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye!